Bonjour. Du coup, on va finir avec moi cette session de conférence. Merci pour l'invitation. Du coup, je suis kiné ostéo et préparateur physique à Marseille. Mon métier, c'est d'essayer d'accompagner des sportifs dans la mesure du possible professionnel, de la blessure à la fin de l'ultra-performance, là où ils veulent aller. Et j'essaye de faire l'ensemble du chemin en m'entourant du mieux que possible pour y arriver. Quelques informations sur cette conférence parce que du coup je dois prendre la suite et c'est un peu compliqué après Richard. Donc je me démarque tout de suite. Pas de mort, pas de photos étranges dans ma conférence et pas de nouveaux secrets sur les straps. Ceci étant dit, nous pouvons attaquer. Le métier du retour au sport, et j'en suis bien désolé, le métier de kiné, pardon, et j'en suis bien désolé Richard, ça va être de ramener nos patients et de les autoriser à reprendre le sport. Peut-être qu'il faudra plus que quelques pompes et l'absence de douleur pour pouvoir valider ce process. Et c'est ce que je vais essayer de réussir à te faire passer comme message aujourd'hui. J'en serais ravi si j'y arrive. Ça se jouera donc entre une évaluation clinique et fonctionnelle suite à la réparation s'il y a eu, et ensuite la compréhension de à quoi vont être exposés dans un contexte donné nos patients. Ici, c'est Charles Vrin qui fait un garçon que je suis, qui fait du ski freestyle, c'est son travail. Donc voilà. Heureusement, on n'a pas compté que sur moi pour pouvoir répondre à cette question. C'est plutôt pas mal. Et Claire Arden et ses collaborateurs ont lancé vraiment le courant en 2016 avec le plus gros papier sur ce process de retour au sport. Et ils ont pondu un consensus qui depuis a été modifié, peut-être pas dans le contenu, mais qui continue de vivre. Voilà. Le principe de ce papier, c'est de savoir que nos patients, il va falloir déjà qu'on réponde à une question. Est-ce que le tissu qui a souffert est capable de tolérer une contrainte? C'est la première et unique question qu'on doit se poser. Est-ce que réparation il y a eu? Est-ce que réparation il doit y avoir? Quel temps y a-t-il une précaution à prendre sur des délais post-opératoires? Pourquoi pas? Et ensuite, tout ça est à corréler, bien sûr, dans ces questionnements à tout ce que le patient peut nous apporter sur, pourquoi pas, ses antécédents médicaux et compagnie, tout ce que vous pouvez connaître. Cette phase de santé tissulaire va ensuite, une fois validée, on va pouvoir se poser la question, dans la seconde phase, de à quoi va être exposé ce tissu, donc cet humain, dans le contexte dans lequel il veut évoluer. Okay. C'est à ce moment-là que je dois évaluer à quoi mon patient va être exposé dans sa pratique sportive, avec à ce moment-là l'éventail de questions sur son type de sport et pourquoi pas son côté dominant, ses habilités déjà existantes, qu'on combinera avec un tas de tests fonctionnels dont on parlera. Et tout ceci, une fois qu'on aura évalué l'exposition au risque, il va falloir qu'on sache quand est-ce et comment qu'on permet à ce corps, dans un contexte donné, à pouvoir évoluer sans limite, sans contrainte. Le message est qu'une épaule peut donc être médicalement prête et sportivement au risque. Donc une épaule qui est cicatrisée, elle est OK, mais ce qu'on appelle une épaule totalement naïve. La pathologie du skieur est parfois une pathologie à piège. J'ai vu ça dans une conférence il n'y a pas très longtemps. Et en gros, ce qui différencie le ski, par exemple, de certains sports autres, par exemple le volley dans lequel je travaille beaucoup, c'est que le ski n'est absolument pas un sport, en tout cas pour l'épaule, de gestes répétitifs. C'est un sport de contraintes imprévisibles. Du coup, l'épaule du skieur, elle ne va en aucun cas être testée sur un mouvement, elle va être testée sur un événement. Et le problème de l'événement, c'est qu'il est plus dur à prévoir que la répétition. On le sait, ça a été dit, la cicatrisation tissulaire, c'est une condition absolument nécessaire et j'insiste pour ne pas s'affranchir de ça. La kinésithérapie moderne, ce n'est pas la kinésithérapie Instagram. Il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Donc la cicatrisation tissulaire, c'est une condition absolument nécessaire.
pour la vie et pour le début et la suite du début de l'histoire, mais en tout cas, ce n'est pas une condition suffisante, par exemple, pour retourner skier. Même si l'imagerie devient normale, on commence à le savoir maintenant et la littérature nous renseigne beaucoup dessus, il n'y a pas de corrélation entre une imagerie normale et la tolérance à la contrainte. Okay, une imagerie normale, c'est un tissu qui est normal. Le problème, c'est que comment éviter que nos rééducations finissent comme ça? Je pensais que c'est possible que ça allait passer, mais finalement, ça n'est pas passé. Zut. Bon ben, 3 pompes et on attend qu'ils aient plus mal. À demain. Non, alors, si le patient, on parle de luxation antérieure dans la majorité des cas, chez les individus jeunes et skieurs, okay, dont presque, dans certains papiers, 97% sont traumatiques. Okay. Et bon, alors moi j'avais des chiffres plutôt entre 40 et 70% après le premier épisode de récidive. Okay. Mais en tout cas, avant la chirurgie, pour préparer notre patient, le but, ça ne va pas être de retrouver une épaule parfaite et une épaule ultra stable. Okay. Le but, ça va être d'avoir une stabilité fonctionnelle et contextuelle. Ça veut dire que la personne ne fait plus l'exposition au risque auquel elle était exposée, mais néanmoins, il va falloir que l'épaule elle tienne la route sur certains mouvements simples et qu'on retrouve une santé articulaire, musculaire, proprioceptive et autres, à peu près correcte. Il va falloir donc gérer les risques avant d'arriver enfin à la réparation. La réparation, c'est parfait. La réparation, c'est nickel, ça va permettre probablement de restabiliser. Le problème, malgré des chirurgies qui peuvent être techniquement réussies ou techniquement parfaites, on a le RTS, c'est le retour au sport, la capacité de pouvoir retourner faire son sport. Déjà, et je ne parle pas encore de niveau, hein, c'est juste le retour au sport. Le retour à la perf, le RTP, c'est le retour au sport au niveau voulu. Donc, il n'y a que 7 patients sur 10 qui sont opérés qui vont pouvoir refaire leur sport. Okay, et on en a seulement un peu moins d'1 sur 2 qui vont pouvoir refaire leur sport au même niveau. Du coup, c'est quand même à nous, peut-être, de mieux travailler pour essayer d'améliorer ces chiffres. Du coup, la réparation, elle n'est pas en question dans le retour au sport. Et effectivement, le chirurgien qui fait son travail, le travail est fait, et effectivement, la passe est faite, et il n'est en aucun cas responsable de notre incapacité à ramener le patient là où il veut aller. La chirurgie va restaurer la stabilité passive, c'est quand même le but, ok. Peut-être corriger même le désagrément esthétique qui est associé, mais en aucun cas la chirurgie esthétique va améliorer la vitesse de réaction, la coordination du tronc et du membre supérieur dans le cas de l'épaule, et dans le cas du ski, la tolérance à l'imprévu. La philosophie, parce que de toute façon on ne va pas faire une liste d'exercices, YouTube est bien assez fort pour ça, mais en fait, avant la chirurgie, le but est de diminuer le risque auquel est exposé notre patient, augmenter sa capacité à tolérer de la contrainte avec l'épaule dans une situation contextuelle plus standardisée. On diminue le risque. Par contre, après la chirurgie, il faut absolument basculer dans une zone d'augmentation de la tolérance. Dans le cas du ski, on l'a vu sur les photos, des dragons attachés dans les sapins, ça va pas, ça fait pas bon ménage. Ok, donc il y a un bras long avec des bâtons. Il peut y avoir de la fatigue et du froid qui vont vachement modifier la perception. Et pourquoi pas la proprioception. Le sens de l'imprévu, quand Charles tourne dans tous les sens et que rien ne se passe comme prévu, l'imprévu a son importance. Ok ? Et bien sûr, le facteur vitesse dont on a parlé avant, qui est primordial. Eh bien, c'est pas très compliqué. Dans nos cabinets, le job, ça va être de réussir à gommer cette zone de flou entre mes 1 kg en rotation externe à la 6e semaine à être capable de faire un crash à haute énergie cinétique sur mon épaule. Tout ça en essayant à peu près toujours d'exposer intelligemment. Des papiers nous renseignent assez précisément maintenant sur le fait que les critères de retour au sport des praticiens ne sont jamais suffisants. J'explique. 80%, allez, on va dire, c'est 73 officiellement, 73% des kinés qui ont été interrogés dans certains papiers et dont le plus puissant estimaient sur les critères, 73% des kinés n'utilisaient que le temps en termes de délai de reprise. Que le temps. Même pas les 3 pompes et l'absence de douleur. Que le temps.
de la part des gens qui sont censés gérer ça. À partir de là, il faut qu'on commence à balayer devant notre porte et se dire comment puis-je réfléchir autrement pour considérer que ma récupération et ma capacité à retourner faire un sport ne puissent dépendre que peut-être que d'autres choses que du temps. Dans le cadre de l'épaule, ce n'est pas très compliqué, et du coup, ça peut s'appliquer d'ailleurs de manière très générale à plein d'autres choses, mais il va falloir qu'on apprécie forcément la force. Et pour apprécier la force, maintenant les kinés, on a un tas d'outils. Avant, on n'avait que du matos de laboratoire auquel on n'avait pas accès d'ailleurs, et maintenant, en fait, on a des dynamomètres, on a des plateformes de force, on a des accéléromètres où on peut mesurer la vitesse de déplacement d'une barre. Okay, tout ça, c'est dans nos cabinets, et tout ça, ça va nous permettre d'évaluer qu'est-ce qu'une force maximale chez un patient, qu'est-ce qu'un RFD, un Rate Force Development, une capacité explosive, combien de temps je mets pour atteindre le pic de force maximale sur un mouvement donné. Est-ce que je suis capable de faire, une fois que j'atteins ce pic de force, le garder longtemps? Mon indice d'endurance dans un mouvement, ok? Ma vitesse dans un mouvement, travailler avec des objectifs de vitesse. Je fais faire un mouvement au patient, il a son petit accéléromètre qui lui donne, on verra des vidéos après, la vitesse en live, et je lui demande de garder une vitesse suffisante. Dès que la vitesse passe en dessous d'un seuil, on arrête tout. L'objectif du jour était de travailler à haute vitesse. Ensuite, on a bien sûr des tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, ils sont hyper nombreux. Le problème du membre supérieur, c'est qu'ils sont encore un peu récents. 5 à 10 ans, selon les plus vieux, 10 ans encore, on les utilise plus trop, ce 10 ans. Mais on va dire entre 5 et 8 ans pour les tests fonctionnels usuels. Donc pour l'instant, on a peu de recul sur ces tests fonctionnels. Mais ils sont nombreux, ils existent. Ils sont différents. Il y a des tests en chaîne fermée, il y a des tests en chaîne ouverte, il y a des tests avec de la vitesse, il y a des tests sans vitesse, il y a des tests proprioceptifs. Okay, tout ça va nous permettre de faire une cartographie de l'épaule et ensuite de mesurer aussi la mobilité, le GIRL, la capacité de rotation interne, le TROM, la capacité totale de rotation interne plus de rotation externe. On commence à approcher dans la littérature et on le travaille déjà, on le voit déjà dans les cabinets, l'approche cognitivo-motrice. Qu'est-ce qui se passe quand je fais face à une situation de grosse fatigue mentale? Est-ce que j'arrive à garder la capacité de mouvement, ma capacité d'analyse intacte avec une énorme fatigue mentale? Spoiler, non. Et ça, c'est toutes les vidéos où on travaille en surcharge mentale, où j'enrichis un signal, je fais beaucoup de bruit, ou au contraire, j'en fais très peu, où je trouble une entrée visuelle pour demander au cerveau de se débrouiller autrement. Tout ça, ça existe. Et c'est que du matériel qui coûte peu cher en cabinet de kiné. Et ensuite, bien sûr, maintenant, on sait que les questionnaires sont importants, on les a à disposition et on doit les utiliser. Ça prend. Un athlète sleep screening, c'est 10 questions à répondre et ça nous donne des indications très précises sur un peu plus de comment tu dors. On sait que le sommeil, on voit les patients souvent, on peut les suivre, on sait que les piliers de la récupération sont simples, il faut dormir et manger avant toute chose. Si les gens ne mangent pas ou si les gens ne dorment pas, ça ne marchera pas, on se battra contre n'importe quoi. Donc on screen le sommeil, parce que si les patients dorment mal, si nous on ne fait pas le filtre, personne ne le saura. Screener un patient pour savoir comment il dort, c'est un questionnaire, ils sont en accès libre sur Internet, c'est hyper simple, il y en a plein. Le SIRSI, c'est un questionnaire de confiance dans l'épaule. Validé. C'est un petit frère du ACL-RSI qui était à la base défini et validé en anglais et en français pour le croiser. C'est un indice de confiance dans l'articulation suite à une opération. Et l'épaule, c'est pareil. Il est même détourné pour les non-opérés maintenant. Et peut-être que si on fait ce screening, peut-être que ça va nous permettre d'avoir une cartographie un peu plus précise et surtout ultra individualisée de notre patient à un instant T. Le message qui est vraiment important pour moi en tant que kiné aujourd'hui, c'est de dire aux médecins, la prise en charge individuelle est indispensable pour la rééducation. Okay. Et on ne peut pas soigner nos patients avec un PDF qu'on leur donne et il ne marchera pas pour tout le monde. Après, il y a des outils très simples pour les kinés, pour que vous sachiez vous aussi ce qu'on utilise. Le but est de réduire, notre but en rééducation, du coup, après avoir fait notre carte d'identité, ça va être de réduire l'écart qu'il peut y avoir entre la charge chronique usuelle que notre patient fait avec son épaule en cabinet et le pic de charge auquel il va être exposé dans sa pratique. Et si on arrive à tendre, à gommer et à rapprocher ces deux curseurs, peut-être qu'on arrivera un jour à diminuer certaines incidences de blessures.
on est nul partout. Les lésions d'ischio, ça ne diminue pas, les récidives de croisée, ça ne diminue pas, les épaules, ça ne diminue pas, on est nul partout. On ne peut que progresser, c'est quand même pas mal. Et du coup, pour ça, eh ben, il faut qu'on quantifie un peu. C'est pas très compliqué, quantifier, c'est faire des additions. Alors là, vous ouvrez Internet et il y a des milliards de manières de quantifier une charge, un entraînement, une rééducation. Ne serait-ce que le tonnage. Il a soulevé tant de kilos, tant de répétitions. Et ben une séance, il y aura tant de kilos qui ont été soulevés. C'est déjà un indicateur. Est-ce que ça t'a fatigué de soulever 1000 kilos l'autre jour? Oui, non, peut-être. L'acute chronique workload ratio, bon, en ce moment il est décrié, mais en tout cas ce qui est décrié, c'est l'utilisation qui en est faite, mais pas les métriques. La base mathématique de ce ratio est toujours OK. Après, on pourra en discuter. Voilà. C'est en tout cas une manière très simple, par exemple, de savoir est-ce que le patient, la charge qu'on a fait manger à notre patient les 7 derniers jours, par rapport à la charge du dernier mois, qu'est-ce que ça donne? Si ce ratio est mauvais, il y a un trop gros écart et en aucun cas on peut considérer déjà que notre patient est dans la bonne zone de travail. OK? En fonction de ce ratio, de manière très simple, je divise des kilos par des kilos et je regarde un peu. OK? Attention, ce n'est pas juste un critère qui va nous permettre de dire dans telle fourchette ça sera OK. C'est un critère parmi d'autres qui va nous permettre, que je donne un exemple, et qui va nous permettre de savoir comment quantifier et comment réduire le gap entre la charge qu'on donne au cabinet et la charge auquel va être exposé notre patient. J'ai parlé tout. On revient sur ce schéma qui fait toujours consensus, c'est quand même plus qu'un truc. Donc avant la chirurgie, on va essayer de faire diminuer ce qu'on appelle le health risk, okay, donc diminuer l'agression de cette zone, et après la chirurgie, on va essayer de rendre l'athlète tolérant au risk activity. Okay. La décision va être un arbitrage. Ça veut dire qu'en aucun cas, moi, gourou dans mon cabinet, je peux regarder mon patient dans les yeux et lui dire « mais bien sûr que tu peux retourner skier après t'être satellisé en ski ». Qui je suis pour décider ça? Donc, pour réduire l'écart entre rééducation et retour au sport ou à la performance, eh ben, c'est pas très compliqué. Là, c'est le genre de diapo, on enfonce des portes ouvertes. Identifier la charge réelle. Okay, qu'est-ce qu'un vrai pic d'intensité? Regardez des vidéos de vos patients. Nous, on regarde, donc on essaye de comprendre quels sont les gestes à risque. On fait de la littérature, on regarde les incidences de blessures, les prévalences de blessures. Okay, l'imprévisibilité d'un sport. Okay, construire une charge préparée, c'est un prérequis, c'est indispensable. Okay, une progression contrôlée vers les mêmes contraintes. Des scénarios proches du réel, pourquoi pas en fin de rééducation, et en tout cas, tendre vers le chaos et l'ultra-difficulté. Et je pense que nous, les kinés, ce qu'on a du mal à faire, c'est d'encourager les patients à aller explorer des zones qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer, pour les réexposer à un truc dangereux. La tolérance répétée à des situations à haute contrainte et sports spécifiques, cela va de soi, et surtout la stabilité des réponses sous fatigue physique et cognitive. Toujours dans un cabinet de kiné, il est toujours possible de faire un exercice à un patient, lui faire faire 20 secondes de sprint sur un vélo et de lui refaire faire un exercice. Jouer avec des seuils ventilatoires physiologiques, c'est à la portée de tous, il suffira juste de les essouffler et de les refaire travailler avec essoufflement. La fatigue physique et la fatigue cognitive détériorent le mouvement, le schéma moteur et la maîtrise des patterns. Ça, c'est un papier assez cool. Parce que de toute façon, il fallait qu'on sache à peu près qui donne l'accord de dire, bien sûr, vous pouvez skier, la poudreuse est incroyable, ça va être une journée géniale, vous pouvez y aller. Ils ont demandé au Canada à des... alors vous avez vu des sport médecine physio, des physios, des athlètes, des chiros, des médecins, des coachs, tout le monde, à plein de confédérations différentes, ils leur ont demandé qui est la profession la plus à même de donner l'accord ultime sur le retour au sport. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qui est sorti de ce papier selon vous? Qui dit le patient, par exemple? Ok. Qui dit le médecin? Parce que c'était quand même... Non, genre personne... Même les médecins, ils disent pas médecin, ça j'y crois pas, parce que moi, dans ma ville, les médecins, ils disent que c'est eux. En gros, c'est assez génial, parce que du coup, chaque groupe de cliniciens a estimé que c'était lui-même le plus apte à donner la décision. Ok, c'est nickel, on est tous convaincus d'être les meilleurs et d'être Dieu et de pouvoir décider de tout le temps, donc je vous invite je rejoins à peu près
tous les confrères et consoeurs qui vous parlent aujourd'hui, un peu d'humilité. Et je pense que c'est même l'essence même de la décision, que c'était une décision partagée. Okay, et l'idée voudrait, ça je l'ai pris à Boris Gojanovic, qui est un de vos confrères médecins du sport que j'aime beaucoup, et qui avait fait une conférence sur le fait de ne pas être un gourou. Et je crois que c'est une des conférences qui m'a le plus marqué. Et il édictait des règles pour expliquer qu'un soignant était tout sauf un gourou. Et que quand les patients commençaient à avoir besoin de vous en votre nom, c'était plus mauvais signe qu'autre chose. Et il nous invitait à passer d'un système multidisciplinaire à un système interdisciplinaire. Mais en fait, ça signifie quoi en pratique, ça? Parce que ça, c'est bien beau des schémas comme ça. Ça veut juste dire envoyer un texto à un médecin, envoyer un vocal à un chirurgien. C'est pas non plus faire décoller une fusée, hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus facile, je ne connais pas grand-chose en fusée. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir juste prendre un avis après une consultation, plutôt que l'avis passe du chir ou du médecin au patient, du patient au kiné, et que le kiné renvoie une balle en disant un truc qui va parfois à l'encontre du médecin, puisque des fois on se sent pousser des ailes, on dit n'importe quoi. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de juste, tu as vu machin, qu'est-ce que tu en as dit? Un vocal, ça prend mais même pas une minute, c'est sociopathe. 20 secondes. 20 secondes, si vous le faites 200 fois dans l'année, ça fait quand même pas beaucoup de temps gâché. Et surtout, probablement, vous rappelez qu'il y a trop de récidives partout. Peut-être que ces 20 secondes fois 200 nous permettraient d'améliorer un jour les récidives. J'en sais rien. En tout cas, dans ma pratique concrète, libérale, une partie de mon activité est libérale, dans ma pratique libérale, je m'efforce à toujours prendre les avis des collègues, tout intervenants, préparateurs mentaux, médecins, chir, qui ont pu être en contact avec le patient, pour ensuite donner le mien, ça prend 3 vocaux, et au moins que l'avis qui soit donné au patient soit à peu près le même de tout le monde, le même carrément dans le meilleur des cas. Ça évitera que vos patients se jettent sur les décisions qui les arrangent et qui retournent parfois au sport. Donc j'encourage toujours mes confrères, consoeurs à plutôt réfléchir pourquoi je vais faire quelque chose, avant toute chose, okay, comment je vais le faire, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire. Mais le qu'est-ce que je vais faire, j'insiste vraiment sur le fait que c'est la dernière étape. La partie émergée de l'iceberg, je vais dans un cabinet de kiné, apparemment il y a plein de gens qui bougent partout, qui font des exercices, c'est l'ultime phase. Ça, un enfant à 7-8 ans, il peut gérer la journée, hein, tranquille. Hein. Bouger plus vite, plus fort, crier, bouger pour les encourager, ça influencera le résultat, on est OK. Mais ça, c'est facile. C'est la dernière partie de notre cercle. Mais on ne va pas commencer le cercle à l'envers. C'est pour ça que je prends le choix de ne pas vous avoir fait des revues d'exercices divers et variés. Ce n'est pas du tout le raisonnement à avoir. Pour moi, ce qui va découler à la fin, c'est juste le fruit de tout le raisonnement qui ne se voit pas. Vu de l'extérieur, les kinés, on doit avoir l'air bête. J'insiste. On est tous sauf bêtes, mais on doit avoir l'air bête. C'est facile de faire sauter des gens. Pourquoi on les fait sauter? Quand on les fait sauter? À quelle vitesse on les fait sauter? Combien de fois par semaine on les fait sauter? C'est un peu plus compliqué. Et du coup, en fait, ça ne sert à rien. Mais du coup, après, qu'est-ce qu'on fait faire? Il n'y a qu'à plonger partout là-dedans. Et des fois, on aura des bonnes idées. Et ce qui nous permettra peut-être un jour d'exposer nos patients suffisamment pour arriver à diminuer le risque de récidive après une blessure. Le message que je tiens à faire passer pour la conférence, une épaule cicatrisée, ce n'est pas un skieur prêt dans le cas du skieur. L'imagerie, forcément, décrit des tissus, mais ne décrit en aucun cas un comportement. Avant la chirurgie, on va réduire le risque, et ensuite, après, on va devoir augmenter et construire la tolérance le plus possible, en n'ayant pas peur d'exposer les patients à des charges lourdes et des hautes vitesses, et plein de trucs très embêtants. Le RTS, c'est une décision, ce n'est pas une autorisation. Donc, à quel moment je leur dis « tu peux retourner au sport ?» Mais ça n'existe pas, ça, en fait. C'est le fruit d'une décision qui est pluridisciplinaire et qu'on va expliquer au patient, et le patient va lui-même comprendre à peu près « ok, donc peut-être que je peux y aller la semaine prochaine. Ok, si on est ok, oui. » Il y a une règle qui marche pas mal pour les kinés. Je reviens encore un petit dernier coup sur les 3 pompes et j'ai plus mal. C'est les 3 entraînements complets à intensité normale sans douleur. Ça, c'est pas mal et ça commence à être un peu discuté de manière intéressante dans la littérature. Une fois qu'on a commencé à faire 3 entraînements complets sans douleur, on peut commencer à se dire que le métier de kiné libéral en France à 17 € brut de l'acte, c'est peut-être suffisant. On va peut-être pas aller non plus trop plus loin. Moi, ça me va. OK ?
Ensuite, le message pour les médecins, c'est que chaque patient est unique et que les capacités de tolérance varient, alors que donc, si les kinés chez qui vous envoyez font toujours la même chose pour une pathologie donnée, c'est probablement qu'il y a un bug dans la matrice. Et nous savons évaluer, tester, rééduquer, on a les outils pour, et nous savons encore plus réévaluer, retester pour rééduquer de manière presque infinie pour les amener où ils le souhaitent. Merci pour votre attention et merci pour votre journée. Bravo Adrien, doublement. Tu as fait un truc superbe. Petite précision, lorsque je dis 3 pompes, Non, mais je sais que tu rigoles. En fait, c'est tout ça pour dire qu'il faut que l'athlète écoute son corps, et puis qu'il commence par 3 pompes, puis par 6, par 8, par 10, et puis après, effectivement, l'entraînement, puis deuxième entraînement, troisième entraînement. Je suppose que ton topo est blessure commune, toutes les blessures globales. Est-ce que tu penses sur quelqu'un qui a 17 ans, qui se luxe son épaule suite au ski, tu le prends en charge en rééducation, Ouais. est-ce que tu diminueras le risque de luxation? Non. Non, je l'ai dit, je croyais que je l'avais remarqué dans une diapo. La littérature est assez claire là-dessus, on diminue assez peu le risque de luxation. Et c'est pour ça que je crois que ce que j'écoutais, que sur les luxations antérieures traumatiques, la seule issue possible semblerait être, à mon sens, la chirurgie. Enfin, à mon sens, rien du tout. Je pense que la recommandation, c'est d'opérer. Et nous, on n'influe pas sur le risque de récidive. Mais c'est ce que je lui expliquais, on peut influer sur le confort donné à un instant donné sur une épaule blessée. Et ben, on va augmenter à viser ne serait-ce que avant l'opération, la stabilité contextuelle, le fait de se sentir mieux, d'avoir peut-être moins mal, de se remettre en confiance, et voilà. Mais on ne diminuera pas le risque de récidive, c'est bien ça le problème. Question pour la salle. La butée, c'est la chirurgie la plus costaud théoriquement en chirurgie de l'épaule. Est-ce que vous avez une idée sur le pourcentage de récidive après butée en général? 5%. Combien? 5%. 30? Population générale? Toi, t'es biaisé, toi. Non. Après butée. Après butée, chez les populations à risque. Rugby, ski, motocross, football américain, hockey. Donc, population générale, 5%. 30% après le butée. C'est pour vous dire que c'est énorme. Donc, le sport à risque, on peut mettre 50 000 butées, vis, tout ce que vous voulez. Lorsque le mec, il fait 3 saltos arrière, il tombe sur son épaule, il va exploser tout. Donc, c'est vrai que ça reste toujours un truc à risque. C'est pour ça, à l'époque, Jean-Pierre Franceschi, qui m'avait dit « Rugbyman, bute-le. Ne réfléchis pas, bute-le, pas de bancarte. » Parce que le bancarte venait d'arriver, c'est depuis 2020, c'est récent, la bancarte. Après, maintenant, j'ai réfléchi avec le temps. Je dis, le risque de récidive après bancarte, c'est 30%, allez, on va dire. Chez les hyperlaxes, 40%. Mais ils ont 60% de chances que ça fonctionne. Le risque, s'il est par exemple rugbyman, le risque si je lui mets une butée, c'est 30%. C'est presque kiff-kiff. Je lui donne une indication de butée d'emblée. S'il n'y a pas de lésion osseuse, s'il y a une lésion osseuse de la glène, pas de discussion, butée. Et là, j'ai réfléchi mon raisonnement en disant, écoute, je lui donne, je dis, tu as 40% de risque de récidive après bancarte. 30 après butée. Si je te mets une butée, tu récidives, c'est fini. Tu es mort. En rugby, tu ne reprendras plus. On te prend un bout d'os ici, on le met là, mais tu es mort. Est-ce que tu veux plutôt en bancarte? Tu peux reprendre la butée. Tu as 60% que ça ne revienne pas si tu n'as pas le mauvais choc. Et comme ça, si ça récidive, tu as une deuxième chance et que tu peux continuer. Donc, je donne le choix aux gens. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile, en fait, de prendre l'indication. Je fais participer à mes patients la décision pour qu'ils comprennent. Et surtout, j'anticipe la complication. Parce que si un jour, il y a un truc, il y a perte de confiance. Lorsque je vois qu'il y a une perte de confiance, je dis, va voir ailleurs, il n'y a pas de problème. Si, par exemple, dans l'indication ou pas d'indication, va voir ailleurs, le tout, c'est que tu viens sereinement dans ta décision de non opérer ou d'opérer. Donc, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Je parle de l'instabilité.